Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous proposer ma review bilan de l'épisode 73 de Dragon Ball Super, qui d'ailleurs dans l'ensemble ne m'a pas déplu, mais vous allez voir que de l'autre côté il m'a pas trop emballé. Sachant qu'en plus, toutes les informations qui avaient filtré sur cet épisode-là, dont je vous avais parlé dans une PLT, et à laquelle vous avez réservé un très bel accueil sur la chaîne, je vous en remercie. Et comme je viens de le dire, tout ce qui avait filtré sur internet s'est passé exactement de la même manière dans l'épisode, et à la limite, de simples résumés ou synopsis suffiraient à comprendre tout ce qui s'est passé. Du coup, l'épisode commence directement dans l'espace, et plus particulièrement avec Jaco qui s'arrête pour manger, comme promis, ses fameuses ramen dans un stand situé dans une planète. Bon, c'est vrai que c'est assez drôle d'avoir un vendeur de ramen en plein dans l'espace, mais comme je vous avais déjà dit, il y a beaucoup de personnages de Dragon Ball qui aiment beaucoup les ramen, donc c'est pas forcément étonnant. Et cela permet de poser et de donner un peu de contexte justement à l'intrigue qu'il y aura entre ces épisodes 73 et 74, qui sont un peu une mini-intrigue sur 2 épisodes, divisés en 2 épisodes. Tout cela autour de cette espèce de pieuvre de l'espace qu'est le personnage de Watagash, qui est un parasite, qui n'a pas vraiment de background, c'est-à-dire d'histoire de fond qui est développée, mis à part que c'est un grand criminel spatial, du moins grand criminel à l'échelle de Jaco. D'ailleurs, Jaco, je vous le redis, est un personnage que j'aime beaucoup, qui a été très bien intégré dans Dragon Ball, mais c'est vrai que les ennemis qui lui affligent, on va dire, surtout dans le cadre de hors-série, sont pas super, et nous renvoient un peu vers l'ambiance de Dragon Ball GT. Des personnages peu charismatiques et ici pas du tout charismatiques, l'espèce de pieuvre avec je sais pas combien de tentacules et tout ça, vous allez pas me dire que c'est joli, que c'est plaisant à voir. Et l'aspect possession des corps, on va en reparler un peu plus tard, ça fait très DBGT. Bon, en tout cas, on a pu revenir alors sur Terre et voir un peu la vie de Gohan et Videl. Gohan qui est sur son travail, un peu comme d'habitude, et qui se rend compte par le biais de la télévision qu'il y a un film qui est en train de se réaliser tout autour du Great Saiyaman, c'est-à-dire le personnage de super-héros de Gohan. Pas besoin de vous en faire le descriptif, vous le connaissez déjà tous. Et ce film-là s'appelle Mister Satan contre Great Saiyaman. Et il faut savoir que au Japon, il y a beaucoup de films qui tournent autour de quelque chose contre quelque chose, c'est-à-dire Godzilla versus quelque chose contre quelque chose. C'est un peu dans l'esprit collectif, l'esprit culture pop des Japonais d'avoir ce type de film. Du coup, ce hors-série-là s'en est inspiré et nous a créé Great Saiyaman versus Mister Satan. D'ailleurs, c'était assez bizarre que Videl elle-même ne soit pas au courant de tout ça, mais on a bien vu que Mister Satan lui a dit « Bon, c'est le secret professionnel et tout ça ». Bon, il a un peu abusé sur les bords, mais c'était aussi pour renforcer l'humour autour du personnage, rien de particulier on va dire. Un truc que j'ai noté, c'est aussi que dans cette fameuse publicité, on nous parlait du premier film de Mister Satan, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Déjà, si l'on regarde bien, mais ça, le grand public ne le savait pas, si je prends le cas de l'anime Dragon Ball Z, si vous vous rappelez bien, à la fin de l'arc Cell, quand Mister Satan a voulu promouvoir ses faux exploits, c'est-à-dire qu'il a pris la responsabilité et qu'il a récupéré tous les honneurs du combat qu'il n'a pas livré lui-même, car c'est Gohan qui a tué Cell, c'est pas Mister Satan, on le sait tous. Et bien, tout ce film-là, c'était vraiment du pur montage, avec des effets spéciaux un peu pourris, et tout le monde avait gobé ça, les terriens avaient gobé ça, et gloire à Mister Satan. Alors bien sûr, Mister Satan n'avouera jamais ça, et en plus, la Team Z le couvre, ils sont d'accord, ça les arrange même de rester dans l'ombre. Mais passé tous ces détails, on se rend compte alors de qui sont les acteurs de ce film-là, à savoir Barry Kahn, ou Barry Karn, un peu comme vous voulez au niveau de la prononciation. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais vous l'avez déjà entrevu dans Dragon Ball Z, et il y avait même Majin Buu qui avait recopié son propre visage afin d'essayer de s'approcher un peu plus des terriens, mais au final ça n'avait pas marché du tout. Et on voit aussi le personnage de Kokoa. On va le voir, et c'est vrai que c'est assez bizarre quand même dans l'ensemble, tous les personnages très secondaires de l'univers Dragon Ball qu'ils ont pu mettre en avant dans ce film-là. C'est peut-être aussi pour une question de budget, pour ne pas perdre du temps à inventer des choses. Mais en même temps, réfléchir sur qui ramener, parce que je pense que même chez la Toei Animation, même les auteurs originaux et tout ça ne doivent plus forcément se rappeler de personnages aussi secondaires que ceux-là, tels que le réalisateur. D'ailleurs, bon, c'est peut-être moi qui deviens un peu fou, mais si vous regardez bien à la réalisation, le personnage un peu vieux avec les lunettes un peu rondes qui les enlèvera plus tard dans la suite de l'épisode m'a beaucoup fait penser à George Lucas, que l'on connaît bien sûr pour des films comme Indiana Jones ou encore Star Wars. Et regardez le physique de ce bonhomme-là à côté, mis à côté de celui de George Lucas, ça ressemble énormément. Vient ensuite le moment de la visite des studios, dans lequel c'était assez drôle justement de voir Gohan dire qu'il aimerait bien que son père puisse voir ce film, et puisse voir un peu tout ça, tous ces studios et tout ça. Et on nous montre alors Goku qui éternue dans le monde de Kaio du Nord, sur sa planète, qui était sûrement en entraînement. Et justement, le fait d'avoir éternué nous fait comprendre montre le fait que Goku comprend un peu que quelqu'un parle de lui. Enfin, il le comprend pas vraiment, mais c'est comme ça que ça se manifeste. Et cette petite seconde durant laquelle on aura vu Goku sera vraiment la seule de tout l'épisode. Tout le reste sera sur des personnages comme Gohan, Videl, Pan, Mister Satan, Barry Karn ou Watagash et Jaco. Et rien d'autre, pas de Vegeta, pas de Whis, pas de Beerus, rien du tout. Une petite seconde de Kaio du Nord, de Goku et rien d'autre après.
C'est vrai que c'est assez déroutant de voir si peu Goku et de pas voir Vegeta dans un épisode de Dragon Ball, mais comme je vous ai dit récemment, même si on est que sur des hors-séries, et qu'au final Gohan n'y fait pas grand chose, ça reste quand même 2 épisodes entiers centrés sur Gohan. On a eu ensuite l'enchaînement de 2 scènes durant lesquelles ils nous ont fait comprendre que 2 espèces de triangles amoureux auraient pu se créer. Le premier avec le personnage de Cocoa, et ça on va en reparler à la fin de ma review, et le second triangle amoureux avec le fameux acteur Barry Karn. D'ailleurs, Barry Karn a été très maladroit. Parler à Videl devant Gohan, il pouvait se douter que ça n'allait pas marcher. Peut-être qu'il était habitué à ce que son soi-disant charme fonctionne, mais là, on savait que ce n'était pas du tout le cas. Petite mention aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il fallait aussi souvent regarder les émotions sur le visage de Pan, le bébé Pan, pour comprendre un peu l'émotion de la scène. Quand tout était heureux, Pan souriait beaucoup. Quand il y avait une intrigue, on voyait qu'elle était intriguée, et quand il y avait de l'énervement, par exemple quand Barry Karn s'approche de Videl, le visage de Pan était très énervé aussi. Alors on s'attendait à ce que ça soit Gohan qui fasse émaner de lui certaines émotions, et au final non, c'était le simple bébé Pan qui a permis cela. Il ne faut pas interpréter cela comme si Pan pouvait comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui se dit entre les adultes, mais juste qu'ils se sont servis de ce personnage-là pour faire transparaître certaines émotions. En tout cas, le premier triangle amoureux avec Barry Karn a été vite rejeté et balayé d'un revers de la main, et c'est le cas de le dire littéralement par Videl. Mais concernant Cocoa, on en reparlera en fin d'épisode, c'est légèrement différent. Bon, ensuite, on a eu tout ce qui était vraiment lié au film en lui-même. Et à vrai dire, c'est sur cette partie-là de l'épisode où j'étais le plus déçu. C'est-à-dire que je m'attendais à plus de phases d'humour, plus de fun concernant le personnage du Great Saiyaman et son film. Le fait que Gohan se propose en tant que cascadeur était une bonne idée, mais pour le moment, on verra en épisode 74, ça manque justement de confrontation avec Mr. Satan. Le film est censé être Great Saiyaman versus Mr. Satan et pas Great Saiyaman contre un tank. Et tout était très centré autour de la mauvaise personnalité de Barry Karn, très sûrement pour nous faire comprendre que son côté méchant, son côté mesquin, tout ça, permettra à Watagash de bien l'exploiter, ça c'est vrai. Mais l'humour a été très effacé, et si un hors-série n'a pas d'humour, au final il reste pas grand-chose à ce hors-série. C'est un peu ça le problème et ce que je reproche à l'épisode. Surtout que pour moi, et ça c'est un avis très subjectif et très personnel, j'adore le personnage du Great Saiyaman. Il est peu exploité, mais ça suffisait à la série, et justement les quelques épisodes filler aux séries pouvaient le mettre en scène de manière agréable. Et je trouve que ça n'a pas vraiment été le cas en fait. Une petite chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est le fameux travail de Gohan, quand Gohan dit justement ne pas vouloir révéler le fait qu'il est le Great Saiyaman au grand jour, car sinon son employeur est très strict et le licencierait en fait, c'est un peu ça. On sait que Gohan est devenu un scientifique, mais on ne sait pas vraiment dans quoi, on ne sait pas à quel niveau, on va dire, hiérarchique ou d'importance, mais vu son âge, on peut se dire qu'il avance très bien, qu'il a de très grosses capacités. Alors dans certaines traductions de l'épisode, j'ai vu apparaître le mot assistant, comme si Gohan justement assistait quelqu'un, un scientifique ou une équipe de scientifiques, et dans d'autres traductions, j'ai pas retrouvé ce mot-là. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui sont abonnées à la chaîne qui comprennent plutôt bien quand même le japonais, même très bien, et si ces personnes-là, ou même d'autres qui découvriraient la chaîne ou qui passeraient par là, pouvaient dire en commentaire si le mot d'assistant a vraiment été prononcé concernant l'emploi de Gohan, car au final on n'en sait rien. Depuis le début de Dragon Ball Super, on sait pas grand chose sur ça, on sait qu'il fait une conférence par-ci par-là, mais on sait pas vraiment ce qu'il fait. Je reprends le fil de ma review et je vous parlais tout à l'heure de Pan. Et j'aimerais vous faire aussi une précision à son sujet, c'est-à-dire que j'ai plutôt adoré le personnage de Pan. Et c'est vrai que dans certains épisodes de Dragon Ball Super, comme quand elle part dans l'espace, qu'elle active son ki, qu'elle vole et tout ça, j'ai trouvé son personnage un peu trop surexploité. Et surexploité de manière maladroite en plus. Et ça la rendait presque énervante. Alors pas énervante comme a pu être Pan dans la VF de Dragon Ball GT, car elle était un peu moins dans la VO, mais j'ai trouvé bébé Pan un peu irritante, on va dire, dans Dragon Ball Super. Et pourtant, dans cet épisode-là, j'ai trouvé très proche de Gohan, et ça c'était bien, même plus proche de Gohan, on va dire, que de Videl, mais bon, c'est un peu fait exprès, plus mignonne que énervante, et on n'avait pas l'espèce de bébé énervant qui court partout, qui s'envole, qui disparaît, qu'il faut chercher partout, tout le monde s'inquiète un peu, même si on sait qu'elle est assez puissante et résistante pour son âge. Et au moins, on n'a pas eu une répétition, il y a un enchaînement de fausses intrigues autour de Pan. Je trouvais que c'était bien équilibré. D'ailleurs, on n'a même pas eu de scène habillée autour de Pan, et le peu qu'on en a vu m'a largement suffi. Et je pense que la mettre au centre de l'intrigue de l'épisode 74, c'est-à-dire l'épisode suivant de la semaine prochaine, permettra justement de la mettre en avant sans qu'elle soit énervante pour nous spectateurs. Bon, on en arrive ensuite au moment où Gohan démontre alors ses capacités à pouvoir doubler le Great Saiyaman. Au final, qui de mieux que le Great Saiyaman pour se doubler lui-même? Et c'est à ce moment-là que l'espèce de George Lucas que l'on croyait débile s'est un peu enflammé. Et là aussi, c'est le cas de le dire, regardez ses yeux. Et il a même voulu proposer un contrat à Gohan.
D'ailleurs, ça donne des idées quand on sait que Gohan galère peut-être un peu financièrement sur les bords, surtout s'il a un boulot d'assistant. Le fait de faire des cascades de son propre héros lui permettrait de rapporter de grosses sommes d'argent pour peu d'efforts en fait. Mais vraiment, je ne pense pas que ça arrivera dans la série. L'épisode était très entrecoupé et cette fois-ci on passe sur Krillin, que l'on attendait peu sur cet épisode-là, en mode policier en plus, qui s'est battu aussi contre deux ennemis vieux, c'est-à-dire qu'ils datent du manga Dragon Ball, et je dis bien du manga, à savoir la version papier de Dragon Ball, et pas de l'animé Dragon Ball Z. Ces deux ennemis-là ne sont pas apparus dans l'animé Dragon Ball Z. Alors oui, Great Saiyaman dans l'animé Dragon Ball Z s'est battu contre d'autres méchants qui leur ressemblaient, à ceux de là que vous voyez à l'écran, je dis bien qui leur ressemblaient, mais ce n'étaient pas les mêmes. Great Saiyaman s'est occupé de ces deux-là uniquement dans le manga. Donc c'est vraiment bizarre, je trouve, comme easter egg déjà, comme référence. Je trouve ça assez étrange. Et comme je vous disais en début de vidéo, vous vous rendez compte qu'ils sont allés chercher des références à de très vieux personnages ultra secondaires et on ne sait pas vraiment ni comment ni pourquoi. Et petite précision aussi, l'espèce de flashback que vous voyez dans les scènes animées de cet épisode-là n'est pas réellement un flashback en fait. C'est pas... Dans le sens où c'est pas des scènes qu'ils ont repris de Dragon Ball Z à l'époque, c'est des scènes qu'ils ont animées de manière fraîche pour l'animé Dragon Ball Super épisode 73, dans lequel ils ont mis en scène le Great Saiyaman et Videl, que vous voyez avec des costumes de l'époque, mais ça vient d'être dessiné, ça a été fait en 2016. En quelque sorte, si vous voulez, dans cet épisode, ils nous font croire que ces deux-là sont apparus dans l'animé Dragon Ball Z. Non, ça n'a pas été le cas. Disons plutôt que c'est une illustration, une adaptation de ce qui s'est passé dans le manga à l'époque. Et au final, tout cela n'a servi que de prétexte à ce que cette fameuse pieuvre Watagash s'empare du corps de l'un des deux méchants, à savoir le plus petit, que celui-ci s'illumine de rouge. Vraiment, le rouge a l'air d'être la couleur un peu révélatrice de ce personnage-là. Et une fois possédé, ses yeux sont devenus rouges, pas mal de veines sont apparues sur son corps et il a même eu droit à une espèce de transformation façon Kame Sennin, façon Garlic, c'est-à-dire les muscles qui se développent d'un coup. Et bien sûr, cela lui a donné pas mal de pouvoirs, de grosses compétences au combat, même de pouvoir voler, alors qu'à la base c'est un simple terrien. Alors là encore, comme je vous disais en début de review, l'ambiance des BGT plane énormément, et la référence à Baby, ceux qui avaient possédé à peu près tout le monde, et y compris Vegeta, apparaît vraiment pour le coup. Mis à part que les mecs possédés par Watagash ont les yeux rouges, je vois pas trop la différence avec Baby en fait. Un truc qui me semble un peu bizarre, c'est que Gohan n'est pas vraiment alerté du fait que quelqu'un puisse posséder des pouvoirs, sachant qu'il vient de se transformer devant lui en mode ultra musclé, qu'il se met d'un coup à voler, à lui envoyer quelques coups plutôt bien placés, même s'il n'a pas touché Gohan. Mais je trouve que Gohan, en plus avec son intelligence, aurait dû se poser plus de questions, ou il aurait dû s'en poser tout court. Et le pire, c'est que derrière, il a voulu lui faire un Kamehameha. Alors même si c'était un Kamehameha de faible puissance, ça reste un Kamehameha de Gohan. Et j'ai envie de vous dire que même un Kamehameha de Krillin ou de Kame Sennin leur aurait fait très très mal s'il avait envoyé en plein sur eux. Donc du coup, je trouve que c'était un peu disproportionné. Déjà, regardez ce qu'il a fait avec son espèce de super Great Saiyaman Beam, son espèce de rayon de Great Saiyaman. Avec un petit rayon aussi épais que son doigt, il les a mis largement KO. Alors imaginez l'effet du Kamehameha sur ces méchants-là. En tout cas, on constate que quand un ennemi est KO, Watagash peut s'en sortir facilement, il a juste à fuir, et au final, il n'est pas affecté. En parlant de ce Watagash et du rapport avec Baby, c'est aussi normal que vous y voyez autant de ressemblances, parce que déjà, les épisodes hors série sont complètement dirigés par la Toei Animation. Bien sûr que Toriyama doit vérifier que ça ne met pas en cause la cohérence globale de l'œuvre, mais du moment où ça la remet pas en cause, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et j'ai envie de vous dire que ça fait vraiment peur si Toriyama ne donnait pas les directives à Dragon Ball Super de manière globale. On aurait ce genre de conneries, pardonnez-moi le mot, pour toute la série. Vers la fin de l'épisode, et c'était prévisible, on commence un peu à tourner autour de l'intrigue vis-à-vis de l'identité du Great Saiyaman. Certains terriens s'en mêlent, mais Bulma arrive à leur détourner l'attention, surtout qu'ils buvaient les paroles de Bulma, c'est-à-dire qu'elle pouvait raconter ce qu'elle voulait, il l'aurait cru. Et tout cela grâce à sa renommée, c'est bien de voir que Bulma a une telle renommée maintenant. Mais derrière, il y a Kokoa qui attendait sur le toit, qui a écouté cette scène et qui a compris que le Great Saiyaman n'est autre que Gohan. Et là, on en arrive à ce fameux espèce de triangle amoureux dont je vous parlais tout à l'heure. Et avant d'en parler, je voulais aussi vous dire que ça me rappelle aussi Dragon Ball Z à l'époque. Bon, c'est tellement peu important comme scène que j'ai pas été faire les recherches, je vais vous le dire franchement, pour me rappeler du nom de cette fille, dans quel épisode elle est apparue. Mais c'est dans toutes les scènes que l'on avait du Great Saiyaman en prémisse de l'arc Buu. Je pense que ceux qui ont vu et revu les épisodes de Dragon Ball Z comme moi vont s'en souvenir très facilement. Il y avait une fille de la classe à Gohan qui s'était rendu compte, qui avait très bien compris, je crois même qu'elle avait une peluche en forme d'ours ou quelque chose comme ça, et cette fille-là s'était rendu compte que Gohan était le Great Saiyaman.
Et elle lui avait fait un espèce de petit chantage aussi, en échange de quoi elle ne révélerait pas son identité. Et là, ils ont recopié aussi la même chose. Vraiment, ils repompent des idées un peu partout. Le film autour de God Saiyaman avait déjà été fait dans l'épisode 235 de Dragon Ball Z. Cette mini-intrigue de chantage avec une fille a déjà été faite dans un épisode autour du 235. Et un méchant qui possède les corps un peu comme l'a fait Watagash, on l'a déjà vu dans Dragon Ball GT avec Baby. Il y a pas mal de choses qui reviennent, que la Toei repompe sur ce qu'elle a déjà fait dans le passé, et des choses pas forcément bien en fait. Bon, sinon cette scène avec Cocoa m'a paru un petit peu étrange, c'est-à-dire que Gohan s'est un peu laissé faire. Ça me semblait normal à l'époque où il était étudiant, parce qu'il venait tout juste de démarrer en tant que Great Saiyaman, il était déjà beaucoup plus jeune, il était un peu plus modelable d'esprit, un peu moins fort d'esprit sûrement, et là on aurait pu s'attendre justement à avoir un peu la revanche de Gohan qui ne se ferait pas avoir. Alors d'accord, cette fille ne lui a pas demandé grand chose mis à part survoler la ville. Mais vis-à-vis de sa relation avec Videl, ça reste un peu bizarre. Gohan n'a rien fait du tout de mal, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose dans le fond qui reste bizarre. Regardez comme Videl a remballé Barricade sans comprendre ni savoir ce qu'il voulait. Et on aurait pu s'attendre à ce que Gohan fasse quelque chose de similaire mais de manière plus gentille, on va dire. On va dire que Gohan n'a rien fait de mal mais qu'il est un peu rentré dans le jeu de cette fille, il s'est fait avoir par son chantage. Bon, maintenant on approche vraiment de la fin de l'épisode avec la rencontre entre le Great Saiyaman et Jaco. D'ailleurs, j'ai trouvé Jaco assez cool dans cette scène, même si je l'ai trouvé, j'ai envie de dire désolé, un peu con sur les bords de pas comprendre que Gohan n'était pas possédé par Watagash. Mais j'ai trouvé assez cool le fait que Jaco se mette un peu à 100% de ses moyens pour réparer son erreur, qu'il est prêt à utiliser des attaques qui iraient jusqu'à désintégrer sa cible, jusqu'à la moindre molécule. Et j'ai trouvé ça très intéressant de le voir en mode action sérieux. Mis à part ça, on comprend alors que cet épisode nous prépare pour de plus amples possessions de corps de la part de Watagash, et on s'attend tous forcément à ce que Barricade soit possédé, et d'ailleurs vous avez dû voir la preview de l'épisode 74 dans laquelle on voit que ça va se passer, mais quand même malgré tout. Mais bon, au final, on va dire que cet épisode-là était mieux que rien, que pour du hors-série c'était pas mauvais, mais quand même quand on regarde tous les hors-séries qu'on a eu ces toutes dernières semaines, je vous parle même pas de tous les hors-séries de Dragon Ball Super, mais juste les tout derniers hors-séries, qui suivent la fin de l'arc Mirai Trunks, c'est vrai que celui-ci est en dessous. Et que les épisodes hors série qu'on a eu jusqu'à présent étaient même très très bons. Je les ai tous, ou quasi tous, adorés. Pour vous donner des exemples, le retour de Harale était super, l'épisode sur le baseball était très bien foutu aussi. Et là, on n'avait vraiment pas ce type d'action ou de sensation, ni même d'humour. Après, niveau qualité globale d'animation de cet épisode 73, je vais vous dire que je la trouve toujours assez bonne, comme dans tous les épisodes hors série qu'on a eu jusqu'à présent, même si certains étaient meilleurs. C'est vrai que l'animation n'était pas excellente, mais elle était plus que suffisante et bien meilleure que certains épisodes canon de Dragon Ball Super. Par contre, c'est vrai que le caractère design des méchants possédés par Watagash ne me plaît pas vraiment. En fait, il leur gonfle juste les muscles du haut du corps, et y compris les bras, et tout le reste du personnage ne change pas, et il prend des yeux rouges, ce qui les fait passer un peu pour des personnages de série à faible budget, vous voyez. Sur ça, c'est un peu pas terrible. Mais sinon, sur tout le reste de l'épisode, Great Saiyaman, Pan, Videl, tout ça, ça passait bien. Au niveau de la bande-son, j'ai pas grand-chose à en dire, mis à part qu'elle était suffisante, mais rien de fou. C'est-à-dire qu'elle était à l'image de l'épisode qu'elle a accompagné. Sinon, une dernière remarque et positive, c'est sur l'ending de cet épisode-là, le nouvel ending, justement. C'est-à-dire le générique et musique de fin de l'épisode, et qui va arriver sur tous les épisodes à venir pendant un certain temps. Que, à vrai dire, j'ai beaucoup apprécié. La musique est vraiment super cool et pourrait s'adapter à pas mal d'animés récents. Après, niveau visuel, j'ai beaucoup aimé l'aspect manga, forcément. En plus, avec pas mal de cases colorées qu'ils ont voulu mettre en avant sur Goku, sur les Akaishin et tout ça. C'est vrai qu'ils auraient pu choisir de meilleurs visuels, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bien dessiné. Ça rendait bien honneur à ce qui s'est à peu près passé dans la série jusqu'à présent, mais sinon j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Comme quoi, après avoir eu des choses un peu débiles façon Yoka Dance, on peut quand même avoir de bons endings et même openings en 2016 et maintenant 2017 sur la série Dragon Ball Super. Je pense que ce qu'on vient d'aborder ensemble est très largement suffisant, et c'est pour ça alors que je vais vous remercier de m'avoir écouté durant cette review, et je vais alors vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.